Los Angeles, janvier 1947. La guerre est terminée depuis 2 ans et la ville s'étire sous un ciel d'hiver qui éclaire les palmiers et les façades pastel des motels. C'est une époque de reconstruction, de promesses et d'illusions. Dans les bars de Sunset Boulevard, on croise des soldats revenus d'Europe, des filles qui rêvent de cinéma, des hommes en costume clair qui parlent d'affaires en fumant des cigarettes. Hollywood attire le monde entier et chacun vient y chercher sa chance, persuadé qu'ici, tout peut arriver. Mais ce 15 janvier 1947, Los Angeles va découvrir que sous la lumière, il y a toujours une part d'ombre. Ce matin-là, dans un terrain vague du quartier de Leimert Park, une femme promène son enfant quand elle aperçoit ce qu'elle croit être un mannequin abandonné. Elle s'avance, hésite, puis comprend que ce qu'elle voit n'a rien d'un objet. C'est un corps. Le corps d'une jeune femme nue, découpée en deux, vidée de son sang et disposée avec un soin qui glace le sang. Le visage est mutilé, marqué de 2 coupures qui prolongent le sourire jusqu'aux oreilles. La scène est si choquante qu'elle s'enfuit en hurlant avant d'alerter la police. Les inspecteurs arrivent quelques minutes plus tard. Ils découvrent un crime d'une précision presque médicale. Aucun sang autour du corps, aucune trace de lutte, tout semble avoir été orchestré. L'affaire est immédiatement considérée comme hors du commun. L'image de ce terrain vague, de ce corps disposé avec une froideur méthodique, marquera à jamais l'histoire criminelle des États-Unis. L'identification ne tarde pas. Les empreintes digitales permettent de mettre un nom sur le visage mutilé. Elizabeth Short, 22 ans. Ce n'est pas une inconnue totale pour la police. Quelques mois plus tôt, elle avait été arrêtée pour avoir bu dans un bar alors qu'elle était encore mineure. Ce détail administratif devient soudain la clé de l'enquête et son nom se répand dans les bureaux du commissariat avant d'envahir la presse. Elizabeth Short est née en 1924 à Boston. Son père, Cleo Short, abandonne la famille pendant la Grande Dépression, laissant sa mère, Phoebe, seule avec ses 5 filles. L'enfance d'Elizabeth est marquée par les difficultés financières, les logements précaires et un besoin constant d'évasion. Elle grandit avec une santé fragile, mais nourrit un rêve clair, devenir actrice. Elle s'inspire des stars qu'elle voit dans les magazines, imite leur coiffure, perfectionne leur maquillage. À 19 ans, elle quitte la côte Est pour la Californie, convaincue qu'Hollywood finira par lui ouvrir ses portes. À Los Angeles, la réalité est moins glamour. Elizabeth enchaîne les petits boulots, travaille comme serveuse, loge chez des amis et dans des pensions bon marché. Elle se déplace souvent, change d'adresse, de fréquentation et tente de rester à flot. Certains hommes la décrivent comme mystérieuse et élégante, d'autres comme fragile et perdue. On dit qu'elle partait souvent dans le noir, et c'est peut-être de là que vient son surnom, le Dahlia noir, inspiré du film The Blue Dahlia, sorti l'année précédente. Ce surnom, choisi d'abord avec légèreté, deviendra le symbole d'un cauchemar. Lorsque la nouvelle de sa mort éclate, la presse s'en empare aussitôt. Les journaux rivalisent de titres sensationnels. The Los Angeles Times, The Examiner et d'autres publications remplissent leurs pages de rumeurs et de photos. On raconte tout et n'importe quoi. Qu'elle était actrice, call girl, espionne, qu'elle menait une double vie. Les rédactions inventent pour vendre. La mère d'Elizabeth, contactée par un journaliste, apprend la mort de sa fille au téléphone après qu'on lui ait d'abord fait croire qu'elle avait gagné un concours de beauté. Cette cruauté en dit long sur la manière dont la presse va traiter cette histoire. Pendant ce temps, les inspecteurs Harry Hansen et Finis Brown commencent l'enquête. Les premières heures sont catastrophiques. La scène du crime a été piétinée par des curieux avant leur arrivée.
Aucun témoin n'a rien vu. Aucun voisin n'a rien entendu. Le médecin légiste confirme que la découpe du corps a été faite avec une précision chirurgicale. La séparation des vertèbres est nette, sans erreur. Pour lui, l'auteur doit avoir une formation médicale ou une expérience de boucher. L'affaire prend alors une tournure inquiétante. Ce n'est pas un crime de passion, mais l'acte réfléchi d'un esprit organisé. Les policiers reconstituent les derniers jours d'Elizabeth Short. Elle aurait été vue dans un hôtel du centre-ville, puis à San Diego, hébergée par un officier de l'armée. Plusieurs témoins affirment l'avoir aperçue dans un restaurant ou un cinéma, mais les versions divergent. Les inspecteurs interrogent des dizaines de personnes, anciens petits amis, collègues, chauffeurs de taxi, propriétaires de bars. Personne ne détient la clé. Plus les jours passent, plus l'image d'Elizabeth devient floue. On la décrit tour à tour comme ambitieuse, naïve, menteuse, douce, provocante. Chacun projette sur elle ce qu'il veut voir, et son vrai visage disparaît derrière les rumeurs. Les médias, eux, transforment le drame en feuilleton. Des éditoriaux dénoncent la décadence de la jeunesse. D'autres évoquent une vengeance amoureuse ou un rituel. Le nom Dahlia Noir s'impose comme une marque. Hollywood adore le scandale. Les producteurs discutent déjà d'une adaptation. Les photographes se rendent sur les lieux du crime. Les journaux publient des lettres anonymes prétendant venir du tueur. L'une d'elles, envoyée au Los Angeles Examiner, contient des objets personnels d'Elizabeth Short. Sa carte de sécurité sociale, des photos, un carnet d'adresses. Tout a été lavé à l'essence pour effacer les empreintes. L'auteur signe le Dahlia Noir. L'écriture, découpée dans des journaux, renforce la peur et l'excitation du public. Mais la police n'y trouve aucune piste exploitable. En quelques semaines, l'affaire devient un phénomène national. Plus de 150 personnes avouent le crime, certaines depuis d'autres États, d'autres depuis des hôpitaux psychiatriques. La police doit tout vérifier, gaspillant un temps précieux. Les vraies pistes se perdent dans la masse. Los Angeles vit au rythme de l'affaire. On en parle dans les trams, dans les salons de coiffure, dans les files d'attente des cinémas. Le rêve d'Hollywood s'est fissuré. Derrière les projecteurs et les studios, on découvre une ville où les illusions se brisent, où les solitudes s'accumulent et où une jeune femme peut disparaître sans que personne ne sache vraiment qui elle était. Peu à peu, l'enquête s'enlise. Les inspecteurs Hansen et Brown continuent d'explorer des dizaines de théories. Mais rien ne résiste à la vérification. Chaque nouvelle piste semble prometteuse, puis s'effondre. L'attention du public, elle ne faiblit pas. Le visage d'Elizabeth Short, figé dans un sourire de photo de studio, devient celui d'une génération perdue. La Dahlia Noire n'est plus seulement une victime. Elle incarne le revers du rêve américain, celui où l'espoir et la cruauté se confondent. Dans les mois qui suivent, la ville reprend son souffle, mais quelque chose a changé. Le glamour des magazines semble plus fragile, les studios plus artificiels. L'affaire est toujours non résolue, et plus le temps passe, plus elle se transforme en mythe. Elizabeth Short, cette jeune femme venue chercher la gloire, est devenue malgré elle l'un des symboles les plus sombres de Los Angeles. L'enquête sur la mort d'Elizabeth devient rapidement un cauchemar pour la police de Los Angeles. Rien ne colle, aucun témoin fiable, aucune preuve solide. Tout ce que les enquêteurs ont, c'est une mise en scène aussi spectaculaire que macabre et un surnom désormais gravé dans l'histoire, le Dahlia Noir. Pendant que les inspecteurs Hansen et Brown tentent de rassembler les morceaux d'un puzzle impossible, la presse alimente sans relâche la curiosité du public. Chaque jour, les journaux publient de nouveaux détails, souvent inventés, et transforment l'affaire en spectacle. Des reporters fouillent les poubelles des commissariats. Certains entrent dans les morgues, d'autres se font passer pour des policiers pour obtenir des informations exclusives.
Dans les bureaux du Los Angeles Examiner, on écrit sans scrupule des titres sensationnels, comparant le crime à une scène de cinéma. L'enquête policière se transforme en guerre médiatique. Les lettres du prétendu meurtrier continuent d'arriver. Certaines sont dactylographiées, d'autres découpées dans des journaux. L'expéditeur semble se moquer des policiers, promettant d'autres meurtres, accusant la ville d'hypocrisie, mais aucun élément concret ne permet de l'identifier. Tout est soigneusement nettoyé, sans empreinte, sans trace ADN, et nous sommes à une époque où les analyses scientifiques ne peuvent pas faire grand-chose. Les enquêteurs explorent plusieurs pistes. La plus sérieuse concerne un médecin du quartier de Los Feliz, George Odell, un homme intelligent, riche, charismatique, mais au passé trouble. Odell vit dans une immense maison au style art déco, surnommée Southern House. Un bâtiment à l'architecture étrange, presque inquiétante. Médecin respecté, amateur d'art, il fréquente la haute société de Los Angeles. Mais derrière les apparences, tout semble dérangé. Son fils, Steve Odell, qui deviendra plus tard détective, racontera qu'il vivait dans une atmosphère pesante, pleine de secrets et de peur. En 1949, George Odell est brièvement soupçonné dans une autre affaire, celle de la mort suspecte de son assistante, Ruth Spaulding. L'enquête ne donne rien, mais 2 ans plus tard, la police cache des micros dans sa maison dans le cadre de l'affaire du Dahlia noir. Les enregistrements sont troublants. On l'entend évoquer la dissimulation d'un crime, parler de sang et de chirurgie, comme s'il décrivait des gestes qu'il connaissait parfaitement. Malgré tout, aucune preuve formelle ne permet de l'inculper. Le dossier reste ouvert, puis s'endort dans les archives du LAPD. Des décennies plus tard, son propre fils, Steve Odell, reprendra l'enquête. Ancien policier de Los Angeles, il réexaminera les éléments du dossier et affirmera que son père est le tueur. Il retrouvera dans les affaires familiales une photo d'une jeune femme ressemblant à Elizabeth Short et décrira la maison de Los Feliz comme un théâtre idéal pour un crime aussi méthodique. Selon lui, tout y est. La formation médicale, la personnalité narcissique, la proximité géographique et même le goût de la mise en scène. Et ces révélations, aussi troublantes soient-elles, arrivent trop tard. George Odell est mort depuis longtemps et le doute, comme toujours, restera la seule certitude. Au fil des années, d'autres théories verront le jour. Certains accuseront un chirurgien militaire, d'autres un acteur raté, un tueur en série, voire un réseau secret d'Hollywood. Les pseudo-confessions s'enchaînent. En 1950, un homme du nom de Mark Hansen, propriétaire d'un club fréquenté par Elizabeth, est interrogé. Il l'avait hébergé quelque temps, mais rien ne prouve son implication. D'autres suspects apparaissent, souvent dénoncés par des proches, parfois des journalistes avides de sensations. L'affaire devient un miroir de la paranoïa américaine. Chacun veut trouver un coupable et chacun invente son monstre. Dans les années 1960, les écrivains et cinéastes commencent à s'emparer du mythe. Le roman de James Ellroy, The Black Dahlia, publié en 1987, relancera la fascination du public. Ellroy, dont la mère a été assassinée lorsqu'il était enfant, projette dans son livre sa propre douleur et transforme le drame d'Elizabeth Short en fresque noire sur la corruption et la folie de Los Angeles. Le succès du roman, puis du film de Brian De Palma, fixe définitivement l'image du Dahlia noir dans la culture populaire. Celle d'une magnifique jeune femme, fragile, sacrifiée sur l'autel du rêve américain. Mais derrière les fictions, il reste une réalité brutale. Elizabeth Short n'était ni une star, ni une dépravée, ni une héroïne. C'était une fille ordinaire dans une époque chaotique. Une femme de 22 ans qui espérait une vie meilleure. Ce que la presse et Hollywood ont fait d'elle dépasse sa propre histoire. Son nom, désormais, symbolise la frontière floue entre fascination et voyeurisme, entre mythe et vérité. L'affaire du Dahlia noir
a aussi marqué un tournant dans la manière dont l'Amérique perçoit le crime. Avant elle, les journaux parlaient des meurtres avec retenue. Après cette affaire, tout devient spectacle. Le sang, la peur et la beauté vendent des journaux, et la société découvre qu'un drame humain peut devenir un produit médiatique. Ce glissement, amorcé en 1947, se prolongera tout au long du XXe siècle, jusqu'à Internet et la culture du true crime d'aujourd'hui. Les années passent, mais la Dahlia noire ne disparaît jamais. Chaque décennie voit réapparaître l'affaire dans les médias. Des documentaires, des livres, des podcasts tentent encore d'en percer le mystère. En 2003, le dossier officiel du LAPD a été rouvert pour vérification. Rien de nouveau en est sorti. Les pièces à conviction ont été perdues, les témoins sont morts et les indices restants ne permettent plus d'avancer. L'affaire reste non résolue, figée dans le temps comme une photographie en noir et blanc. Aujourd'hui encore, le nom d'Elizabeth Short évoque un mélange de fascination et de malaise. On se souvient d'elle à travers un surnom qui ne lui appartenait pas, inventé par des journalistes et qui a fini par effacer sa véritable identité. Le Dahlia noir, c'est l'histoire d'une femme engloutie par une ville et par un système qui transforme la souffrance en récit. C'est aussi celle d'une enquête sans fin, une société obsédée par ses propres démons. À Los Angeles, on peut encore visiter les lieux liés à l'affaire. Le terrain de Lamette Park, l'ancien siège du Los Angeles Examiner, la maison Howdell. Tout cela fait partie d'un patrimoine morbide, entretenu par la curiosité. Mais pour beaucoup, c'est une façon de ne pas oublier ce que cette histoire raconte. La face cachée du rêve américain. Celle où les promesses se brisent et où la beauté devient une marchandise. L'affaire du Dahlia noir n'aura jamais de fin certaine. Les archives sont closes, les témoins disparus, et chaque hypothèse repose sur un fil fragile. Pourtant, le mythe continue de vivre, parce qu'il ne parle pas seulement d'un crime, mais d'un système. Celui d'une époque qui fabrique des idoles pour mieux les détruire.